Bonjour et bienvenue dans ce nouveau PaniniCast, le podcast d'édition Panini. Aujourd'hui, on revient sur les big news, et seulement les big news, mais en version en plus light. C'est bien ça, Aurélien ? Ouais, on s'est dit qu'on allait éviter, Émile, de dévoiler tous nos coups de cœur au sein de ces big news, parce que sinon, après, on se retrouve un petit peu à se couper l'herbe sous le pied pour les mois à venir. Et du coup, on s'est dit qu'on allait s'orienter pas mal sur le côté éditorial, les coulisses, les rouages, tout ça, quoi. Et d'autant plus qu'il y a un certain film qui sort en juillet, qui, a priori, vu tes indices très subtils entre chaque news et les Fantastic Four, et donc... oui, il paraît. Je sais pas ce que c'est. J'ai une petite équipe apparemment pas très connue, donc je sais pas si ça marchera. Et donc, du coup, on a beaucoup d'annonces consacrées aux Fantastic Four. Et de toute façon, on reviendra sur les Fantastic Four dans une émission dédiée, et sûrement d'ailleurs au cœur des prochaines émissions sur ces titres-là. Et sans doute avec un invité spécial. Et donc, évidemment, on va du coup peu parler des news sur les fantastiques, on va parler de un petit peu quand même, un petit peu, mais on va quand même plus parler de d'autres choses, en fait des projets un petit peu particuliers qui ont été annoncés lors de ces big news. Et on va commencer tout d'abord par un mutant griffu, Wolverine. Wolverine, en fait, on a un gros projet qui sort cette année, qui est le Wolverine Revenge, signé par Jonathan Hickman au scénario, donc le scénariste de House of X, des Fantastic Four, du coup, voilà encore, de Avengers, les New Avengers et Secret Wars. Bon, bref, on va pas refaire tout son CV qui est très long, et dessiné par Greg Capullo. Alors Greg Capullo qui a travaillé il y a longtemps pour Marvel, mais qui là revient chez Marvel après, excusez du peu, avoir dessiné Batman pendant de longues années, et le moment où il dessinait pas Batman, il a dessiné Reborn sur un scénario de Mark Millar. Donc nous on l'avait déjà au catalogue, le Capullo, mais c'est un grand plaisir de le retrouver aussi chez Marvel. Wolverine Revenge, du coup, on l'avait annoncé déjà lors de précédentes big news pour une sortie en 2 formats. Une édition en 100% classique, notre format le plus habituel, j'ai envie de dire, et à côté de ça, une édition prestige pour proposer une version noir et blanc. Comme je le dis, on a un Greg Capullo, donc on a envie de vous en mettre plein les yeux. Ce qui était pas anodin d'ailleurs, en fait, aussi vis-à-vis de son travail sur Spawn notamment, qui a déjà été massivement sorti en français et qu'on peut retrouver en noir et blanc, je crois, à mon avis, chez Urban et puis aussi chez Delcourt, il me semble, quand il y a eu le crossover avec Batman. Ouais. Mais vous êtes au courant que il y a eu certains projets Marvel, en fait 2, il y a eu Blood Hunt et ce Wolverine Revenge, qui ont aussi eu en VO une édition qui s'est appelée une édition Red Band, donc bandeau rouge, si je devais traduire ça littéralement, et qui... Ça fait plus équipe d'Interville, en fait, quand tu le dis. Ouais, un petit peu, c'est vrai. Ou équipe de Koh-Lanta. Mais qui, en fait, est une référence au cinéma US, où les bandes-annonces Red Band, c'est les bandes-annonces des films qui sont trop violentes pour être diffusées devant tout le monde. Et donc, il y a 2 versions, la version normale et la version Red Band. La version Red Band du comics, elle a en général quelques pages différentes, quelques cases différentes, certaines cases qui sont identiques, mais où il y a des gerbes de sang en plus, ou des choses comme ça. C'est une version plus gore, plus trash, voilà. Et la spécificité en VO de cette version, c'est qu'elle n'existe que en single issues, que en numéro du coup agrafé, qui sort de manière mensuelle. Et pour l'instant, elle n'est toujours pas annoncée en édition reliée. C'est le but affiché de Marvel pour ça, c'est de dire aux fans: venez dans les comic shops, c'est là où on voit le cœur vibrant de la bande dessinée US, et c'est là que vous pouvez l'obtenir. Et ils avaient prévenu qu'il y aurait pas spécialement de retirage pour ces éditions, donc il y avait vraiment un côté collector pour ces éditions. Et du coup, le domino suivant de l'histoire, c'est que nous, on n'a pas le droit de sortir une version reliée de ces épisodes-là, tant que Marvel ne l'a pas fait. Surtout que c'est une édition, encore une fois, rare, collector, etc., où il y a tout un historique derrière. Donc, c'est pour ça que pour Blood Hunt, on avait trouvé la solution de mettre un fascicule à part qui accompagnait l'édition collector, mais pour Wolverine Revenge, vu qu'on allait directement sur l'édition reliée, on a été transparent avec vous, on vous a dit:
pour l'instant on peut pas la sortir. Quand Marvel fera une édition reliée, nous aussi on la fera. Alors, il y en a certains que ça a embêté. Vous avez pas tous été contents de la solution trouvée. Il y en a un certain nombre qui disaient on veut accéder à la version Redbound, on veut cette version, etc. On vous a écouté, on s'est creusé la tête, on a écouté aussi ce que vous avez pu dire sur les réseaux. Voilà, certaines solutions n'étaient pas forcément faisables. Et la solution qu'on a donc décidé de suivre, c'est de sortir ces fascicules dans un coffret. Donc comme ça, on garde le côté fascicule tel que Marvel le souhaite pour la version Redbound, et on vous donne quand même accès à cette version en VF. Donc il y aura 3 versions. La version normale en 100%, la version noir et blanc collector pour accéder au dessin de Capullo en grand format et vous en prendre plein les mirettes, et la version Redbound en fascicule en coffret, un coffret qui va être d'ailleurs très joli de ce que j'ai pu entreapercevoir, et oui. et on vous donne rendez-vous du coup cet été pour faire votre choix. Quelle version vous allez vouloir découvrir ce récit de vengeance où Wolverine va bien sortir les griffes. Oui, et les rentrer dans beaucoup de têtes. Également. Et du coup, on parle de cet été. Comme on nous a dit, on va quand même pas trop parler des FF, mais il y a quand même des titres qui gravitent un peu autour des FF sans les FF. Et parmi ceux-là, il y a Silver Surfer Black. Tu nous en parles, Emile ? Ouais, en fait, vu que le film aura une galerie de personnages assez développée, on parle notamment de Galactus, on sait qu'il y aura Doom plus tard dans l'univers, et il y aura aussi du coup il y en a fait une annonce aussi du coup consacrée à Doom, mais aussi un des personnages qui est annoncé, apparemment sous une version féminine, ce sera le Silver Surfer. Et du coup, on a quand même pas mal donc de très belles histoires sur Silver Surfer à proposer. On va essayer de rendre disponible normalement en juillet ou en août, je sais plus, la première intégrale Silver Surfer. Il y aura une nouvelle intégrale qui sera le tome 8, si je dis pas de bêtises, sur le personnage, mais on voulait aussi profiter d'occasion pour que vous puissiez mettre à côté de Doctor Strange Fall Sunrise le magnifique Silver Surfer Black, qui est peut-être le premier travail qui a vraiment fait connaître le travail de Tradd Moore, en sachant que plus tôt dans l'année, on va sortir déjà le Ghost Rider, le premier travail chez Marvel, il me semble, peut-être, non ? Ou j'ai peur d'une bêtise. Donc le Silver Surfer Black, c'est vraiment l'histoire qui a, je pense, fait éclater le talent de Tradd Moore au grand public, dans le sens où on est dans un voyage psychédélique Silver Surfer oblige, avec une version donc noire du Silver Surfer, qui est donc lié à tout l'événement cosmique de Donny Cates, et qui même précède en fait King Black, puisque ce personnage-là on va le retrouver un peu plus tard. Et donc c'est magnifique, c'est digne des plus belles planches de Druillet mélangées à toutes les références picturales qu'on peut aussi trouver de manière encore plus folle dans le Fall Sunrise. Donc ouais, non, c'est absolument génial, ça se lit très bien, c'est très accessible même si vous n'avez pas lu l'univers cosmique de Donny Cates, et ouais, c'est un chef-d'œuvre, je trouve, moderne, qui méritait un très grand format, et donc là l'aura dans la collection toilée que a priori beaucoup de monde aime autant que nous. Ouais, à noter qu'on l'avait pas sorti dans la collection Prestige à l'époque parce qu'elle n'existait pas. Tout à fait. Et c'est exactement pour ça maintenant que typiquement le Fall Sunrise, on l'a pas sorti en 100% et qu'on l'a sorti là-dedans, parce que c'est vrai que c'est un dessin qui colle totalement à la charte, on va dire, de la collection, à savoir à proposer un récit en général autoconclusif avec un dessin ou une narration particulière. Donc là, si Donny Cates, son histoire est très efficace comme à son habitude, le dessin, par contre, est fabuleux, avec des planches, je vous dis, entre Dali et Druillet. Ouais, et au passage, il y a une vraie logique à ce qu'ils bossent ensemble, Donny Cates et Tradd Moore, parce qu'ils ont fait une partie de leurs études ensemble, et c'est des potes de longue date, et du coup, leur travail, c'est sur Silver Surfer Black, c'est passé de manière extrêmement fluide, dans le sens où, justement, Donny Cates connaît à 100% les forces de Tradd Moore, et lui a, en fait, laissé toute la place d'exprimer son talent. Et donc j'évoquais d'ailleurs d'autres personnages des FF, mais je crois qu'il y a un certain grand méchant, très grand méchant, teasé dans la bande-annonce, c'est Galactus. Ouais, alors grand méchant, est-ce que Galactus est vraiment méchant ? C'est une question qui peut fasciner énormément de monde, dont moi en vrai, dans le sens où c'est un personnage justement qui est quand même relativement mystérieux. Galactus, c'est pas forcément le perso qui a les plus longs dialogues et les plus longues explications de ses motivations. Globalement,
il a faim, il veut manger des planètes. C'est ta fille, quoi. C'est ça, tout le temps faim. Et donc le personnage de Galactus, c'est un personnage, je pense, qui fascine aussi les auteurs. Hein. On voit bien que il y a de nombreux scénaristes qui essayent de creuser le personnage, qui est aussi bien un personnage qu'une fonction universelle, quoi. Une force naturelle, un peu, ouais. Ouais, et du coup c'est vrai que le Je suis Galactus, donc qui rejoint notre collection Marvel Anthology, elle va permettre à tous de découvrir plein de facettes du perso, des facettes en plus assez cool, hein, parce que évidemment il y a la trilogie Galactus de Lee et Kirby, mais il y a après ça plein de grands scénaristes comme de Mattéis, Roy Thomas, Louis Simonson. Il y a un épisode tiré du run de Mark Waid et Michael Wieringo. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont tirées des FF, évidemment, mais il y a aussi un épisode qui est inédit en VF, qui est le Super Vilain Classique 1, qui est un épisode en fait qui résume un peu l'histoire de Galactus jusqu'à un certain point, où John Byrne en fait a mis les mains dans la continuité, à récupérer des planches de Kirby, à rajouter ses propres planches, etc. C'est un peu un exercice de style assez intéressant. Mais à côté de ça, il y a aussi du Thor par Fraction et Coppel, excusez du peu, il y a aussi par Donny Cates encore une fois, et cette fois-ci Nick Klein, pour du coup voilà, et aussi observer que Galactus c'est pas le méchant des FF, c'est une force cosmique, et en tant que force cosmique, évidemment un dieu comme Thor va être amené à croiser sa route régulièrement. Et évidemment il y a aussi du FF, avec notamment du FF, du Silver Surfer, je veux dire, avec notamment deux épisodes tirés du Silver Surfer de Lancelot et Michael Red, donc voilà, qui pour beaucoup est un chef-d'œuvre absolu. J'en pleure déjà. Ouais, non, c'est vraiment formidable. Et l'album se termine par encore un autre épisode de Dan Slott, mais cette fois-ci avec Javier Rodriguez, qui est tiré de sa saga finale autour de la Reckoning War. Donc voilà, on se retrouve sur les FF, hein, je parle. Donc on se retrouve vraiment avec un espèce de point de vue qui va de sa première apparition jusqu'à une des séries FF les plus récentes. Donc on est vraiment dans voilà, dans toutes les facettes du personnage, et je pense que c'est un personnage qui est ultra intéressant à découvrir, et d'ailleurs si après Je suis Galactus vous avez envie d'en savoir encore plus et de découvrir d'autres facettes, je vous conseille le Ultimate et Defenders de Alley Wing, parce que encore une fois on y retrouve Galactus et sous un autre jour. Et c'est du Halloween. Franchement, je te dis, il faut qu'on les cite une fois par émission. Ouais. Je crois que je vais réussir à finir l'émission sans citer Kieran Gillen. Voilà. Trop tard, raté. Non, en fait, c'est mort. Regarde ce qui arrive après. Oui, ah bah oui, non, c'est mort. Désolé, on aurait essayé. Donc ouais, Galactus, et j'en parlais un peu plus tôt, on va également sortir, donc c'est un peu la petite surprise du chef, on va dire. C'est la plus grosse surprise, je pense, oui, parce que c'est vrai que autant, disons qu'il y avait une certaine attente autour de certains titres, comme Ultimate Fantastic Four, peut-être le Fantastic Four de Millar et Hitch, mais je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui avait prédit le fait qu'on allait tenter le Doom 2099. Alors que c'est un super titre en plus. Oui, vraiment, c'est-à-dire que quand on en parle avec des personnes, ils disent mais en fait Spider-Man 2099 c'est très bien, mais pour moi ou pour d'autres personnes ça va être dans les deux meilleurs, mais certains mettent souvent sans hésiter le 2099 Doom, enfin le Doom pardon, dans les titres préférés en fait de cette période. Ouais, et c'est vrai que c'est un titre que j'ai lu que en partie, parce qu'à l'époque en plus j'étais lecteur de la revue 2099, mais je suis pas allé jusqu'au bout, etc. Et c'est vrai que le titre Doom c'était le titre le plus fascinant du lot, c'est-à-dire que Spider-Man 2099 ou les X-Men ou Ravage, c'était des titres très j'ai envie de dire très premier degré dans leur approche, et il y avait deux titres en fait qui sortaient du lot. Il y avait Doom 2099 parce que c'était de la géopolitique avec du voyage dans le temps, avec une quête d'identité absolument fascinante où on ne savait jamais trop si on était face à Fatalis, un clone, un double, vrai, qu'est-ce qui se passait, bordel, voilà. Et à côté de ça, il y avait aussi le
Ghost Rider 2099 où on était dans une approche ultra metal punk qui était très fun, mais du coup c'était vraiment les deux titres qui étaient complètement fascinants et complètement différents de ce qu'on s'attendait à lire quand on ouvrait 2099, et à la fois ceux qui avaient presque la plus l'ambiance futuriste décadente quoi dans leur ADN quoi. Ouais, en tout cas, moi, j'avoue que 2099, c'est un titre que j'ai très très hâte de découvrir, parce que c'est vrai que j'avoue, je ne connaissais pas, et quand j'ai vu les premières coups, j'ai dit, ok, banco, c'est bon, je suis conquis déjà. On va rester, alors là, dans un plus petit format, vu que c'est la collection poche, qui va accueillir des séries, mais non pas de Marvel, non pas de séries indépendantes, mais de Star Wars, parce que ça fait maintenant 10 ans que en fait Star Wars est arrivé dans le catalogue Marvel Disney, et de la même manière qu'on a pu communiquer sur le fait qu'on allait rajouter donc des vagues de one shot de temps en temps en fonction de l'actualité, comme vous le verrez, ce sera le cas sur les Fantastic Four. En fait, on a décidé de sortir les premières séries Star Wars de l'époque, donc de 2015, en poche. Et donc notamment, il y a une série de Kieron Gillen, perdu, le bingo, voilà, est fini. Et ouais, raté. On a fait Hickman et Wing Gillen. On est bon. Hein. Et ouais, il y a le Dark Vador de Kieron Gillen et Salvador Larroca qui est vraiment une série vraiment formidable qui je crois que j'ai déjà pitché 48 fois, mais je vais quand même le faire en 2 secondes. Ce qui est génial, c'est qu'en fait on a durant Star Wars Un Nouvel Espoir un Dark Vador qui est très puissant mais qui est sur un pied d'égalité, on va dire, avec quelqu'un comme Tarkin et avec certains Moff qui ont un peu l'impression que quand ils sont face à Dark Vador ils peuvent la ramener quoi. Il est le seul survivant d'une énorme défaite, quand même la destruction de la première étoile de la mort, c'est quand même genre la défaite de l'Empire quoi, et le seul survivant, donc le seul à pouvoir prendre la responsabilité sur les épaules, et pourtant quand on le retrouve dans l'Empire contre-attaque, il est en mode badass de feu, il y a rien, tout le monde s'écrase face à lui, on voit bien qu'il est le bras droit de l'empereur, et que qui que ce soit en face de lui est une sous-merde. Voilà, c'est dit. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé entre justement Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque? Bah c'est ce rise and fall quoi, d'une certaine manière, que Kieron Gillen va venir creuser, notamment en apportant tout un cast de personnages, dont Dr. Aphra, autour du personnage de Dark Vador, pour faire une sorte d'introspection qui va l'ériger au sommet de la toute-puissance quoi. Et en parallèle de ça, donc on va sortir le Star Wars de Jason Aaron et de John Cassaday. Donc le premier volume, donc vraiment je sais plus combien de tomes ce sera, mais 5 ou 6 de mémoire, donc de toute la saga Star Wars, la première donc qui va d'abord avoir John Aaron, ensuite Kieron Gillen qui reprend la série, et Greg Pak qui l'a fini, il me semble. Qui l'a conclu. Voilà. Et comme vous le savez sûrement, il y a eu des crossovers, pas tout le temps dans la première partie, quand même un peu moins qu'il y a pu avoir avec on va dire les deuxièmes séries où il y a World Bounty Hunters et tout ça qu'on vient de finir actuellement. Et donc Vador abattu va être l'autre volume de la collection Star Wars à arriver cette année. Ouais, tout à fait. Et je rajouterais que à côté de John Cassaday, on retrouve également Stuart Timonen qui fait la deuxième moitié de ce premier volume Star Wars. Donc j'ai envie de dire, vous êtes entre de bonnes mains. Stuart Timonen, il faut aussi partie de ton bingo, lui, non? Ouais, c'est un peu on a déjà parlé la précédente. Le Joker bonus. Ouais, c'est un peu le Joker bonus. Et on va terminer sur un titre qui porte le nom du directeur de la division publishing, Jeff. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le publie. Voilà, exactement. C'est pas parce que notre chef est un requin, c'est parce qu'il s'appelle Jeff, tout simplement, voilà. Et c'est aussi, du coup, une série qui a été primée, et nommée, donc multi-primée de l'Eisner de la meilleure série humoristique, et écrite par Kelly Thompson, la scénariste, entre autres, maintenant de Absolute Wonder Woman, mais donc de Birds of Prey chez DC Comics, de chez Marvel de Hawkeye, de West Coast Avengers, de Scarlet aussi maintenant, Black Widow aussi. Et de Black Widow, bien sûr. Pour lequel il y avait eu un Eisner aussi, peut-être pas en tant que scénariste, mais c'était Casagrande qui avait quelque chose, je crois, non? Ouais, peut-être, je me rappelle plus, là, comme ça, à froid. Enfin bref, en tout cas, une scénariste que elle est pas mal.
qu'elle est pas mal, qu'elle est bien. D'ailleurs, ouais, Absolute Wonder Woman, c'est vachement bien. Et Jeff, c'est formidable, complètement génial. C'est des récits muets avec un requin qui a des pattes et qui va rencontrer toutes les figures de l'univers Marvel dans des petites histoires humoristiques absolument trop mignonnes et trop rigolotes. Je pense que ça soigne les âmes les plus torturées de lire It's Jeff. C'est vraiment top. Je sais que moi, ça fait longtemps que je dis ça serait bien de le publier. Regardez, il est dans Marvel Rivals. On peut sortir It's Jeff. Allez, publions-le. Et je sais que je suis soutenu là-dessus par Arnaud de Comics Blog / First Print qui vous menace à chaque fois pour que vous le rajoutiez au programme. À 2 doigts de porter plainte pour harcèlement. À chaque longueur d'article. C'est ça. Mais il a raison. Jeff, c'est vraiment formidable et c'est trop bien qu'on le publie en Marvel Kids parce que tout le monde va pouvoir y accéder et c'est vraiment le truc à offrir à tous les gamins et partout parce que c'est trop bien et c'est trop. Guri Eru qui est un duo de dessinatrices japonaises font les dessins. Elles ont pas mal bossé chez Marvel. Vous êtes sans doute déjà tombé sur leur boulot, que ce soit sur Double Trouble, double peine. Ouais, les double peines ou Gwenpool ou d'autres choses comme ça. Et c'est vrai que j'adore leur style qui est très ligne claire, très expressif aussi et vraiment qui a un côté alors j'aime pas utiliser ce terme mais qui a un côté très manga mais à la fois qui va pas brosser à contre-poil les personnes qui ont du mal avec le manga parce que c'est un côté presque plus cartoon que manga, j'ai envie de dire. Ouais, voilà. Et non, c'est vraiment top. Jeff, c'est vraiment formidable. En fait, pour tout être honnête, c'est un titre sur lequel on se demandait comment le sortir, parce que d'abord c'est un titre qui est sorti sur l'application Infinity de mémoire, et donc l'application de lecture en ligne de Marvel. Et après, donc il y a eu des fascicules qui ont été faits, il y a même eu des tie-in avec des événements, notamment je crois que c'est Venom War où il y a un tie-in Jeff. Que Arnaud avait décrété comme étant le meilleur tie-in en fait de l'événement, ce à quoi je m'inscris en faux. Et par la suite, effectivement, il y a un TP qui est sorti aux États-Unis. D'ailleurs, on a appris aussi récemment qu'il y aurait une mini-série en 5 épisodes qui allait sortir. Donc, j'ai envie de dire, charge à vous de faire de Jeff un succès pour qu'on puisse la sortir. Et donc vraiment Jeff c'est un énorme coup de cœur et surtout c'est vraiment comme dit Aurélien c'était un cauchemar de choisir les pages intérieures parce qu'elles étaient toutes plus adorables les unes que les autres, notamment mention spéciale aux petites patounes de Jeff devant un four, devant un gâteau qui cuit. Ça, j'avoue que j'ai fondu d'affection devant ce dessin. Mais personnellement moi j'ai récupéré plein d'images de Jeff pour m'en servir comme des mèmes en réponse dans les conversations WhatsApp. J'ai plein de Jeff qui traînent dans ma boîte à mèmes. Jeff qui porte sur son dos un poulet rôti, voilà, c'est trop bien. Parce qu'il faut savoir qu'Aurélien a une collection de mèmes X-Men assez phénoménale aussi. Écoute, je crois il s'en est tout, je pense, notre petit tour des big news donc pour cette session là. Vous voyez, une sélection qu'on a faite vraiment de manière éclectique. Ouais, non, parce que c'est vrai. Alors, je vais faire un espèce de méga dump d'infos d'un coup, mais c'est vrai qu'on aurait pu parler. Si on avait voulu du coup aussi de d'autres omnibus comme Punisher, Dark Vador, Rome tome 2, on a une émission Rome qui arrive. On aurait pu parler aussi de toutes les sorties FF, que ce soit le nouveau tome de Ryan North, de l'Ultimate Fantastic Four, ou aussi donc du Savage Sword of Conan, donc la série inédite en fait anthologique donc de Titan, qui pour information, ce que c'est vrai que j'ai vu que certains se posaient la question quand on l'a annoncé, sera en fait publié non pas au format comics de la série de Jim Zub, mais en fait dans la continuité des chroniques de Conan. Comme ça, vous pourrez vraiment les mettre à la suite, étonné que c'est sur le même principe des anthologies de Conan, avec des textes et des histoires de Solomon Kane. On aurait pu aussi parler du tome Deluxe spécial Garcenis et Macrae. On aurait pu parler de Doctor Strange, de Namor, de Secret Wars en poche. Il y avait énormément de trucs à dire. On a dû se restreindre parce que sinon on vous faisait une émission de 9 heures. Mais on trouverait la plupart de ces albums dans nos coups de cœur des prochains mois quand on vous fera les prochains Panini Cast. Donc vous ne perdez rien pour attendre.
Oui, c'est ça. On va revenir avec les bras chargés de bouquins, vous inquiétez pas. En tout cas, merci d'avoir écouté. Merci à Manu pour le montage et à Clembe pour le jingle. Salut. Ciao.